Euh, on va prendre 5 minutes, hop, pour vous partager quelques insights. Et puis ensuite, on va laisser la parole à Mehdi. Donc aujourd'hui, vous allez découvrir les gros insights de Mehdi sur les compétences qui s'arrachent en 2024 sur les métiers data. Il y a des choses assez intéressantes à vous partager. Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer. Et aussi, on aura beaucoup de temps après pour échanger, vous donner le micro, que vous posiez vos questions, que vous partagiez vos réactions. Dites-nous aussi dans le chat. Mais avant ça, je voulais vous donner un peu des infos sur le marché de l'emploi en 2024. Vous le savez, on a 800 entreprises, 10 000 membres chez TPC, donc on a une bonne vision de ce qui se passe sur le marché. Et ce que je peux vous dire sur ce sujet, parce que ça intéresse un peu tous les talents de la tech, évidemment, c'est qu'on est dans une reprise, mais assez prudente sur le marché de l'emploi en 2024, après une année 2023, un peu de crise, et une normalisation du côté des salaires, avec des hausses, mais qui sont plus réduites. Euh, on le voit lorsque d'ailleurs on demande des retours au Chief Data Officer, aux membres de la data chez nous. Vous pouvez voir un petit peu les verbatims de ce qu'ils nous ont partagé, notamment pendant l'étude qu'on a fait en 2024 enfin début 2024 sur les salaires et le marché de l'emploi. Donc il y en a qui sont côté data analyst qui disent, bon, avec ChatGPT, je suis pas sûr de l'évolution de mon scope dans les mois qui viennent. Des gens qui disent que sur LinkedIn, il y a des offres qui repartent, d'autres qui disent que quand même, il y a plus de monde sur les candidatures, sur les rares offres d'emploi. Donc voilà, il y a des signaux un peu mixtes. Si vous voulez en découvrir un peu plus là-dessus, je vous donne le lien des salaires 2024. Donc, vous allez avoir accès à toute l'étude, des fiches métiers avec les salaires pour les data eng, les métiers enfin les salaires pour tous les métiers, les grandes tendances du marché de l'emploi 2024. C'est le petit QR code de droite si ça vous chauffe de le télécharger. Et puis, je voulais aussi vous partager un petit cadeau d'une grosse ressource qu'on avait sortie l'année dernière sur les Modern Stack, où il y a The Fork, Libéo, Voyage Privé, 5 ou 6 startups qui nous ont partagé leur Modern Data Stack. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à flasher le code. Je crois que Tony est en train d'essayer de vous mettre les liens dans le chat en même temps si vous préférez ça en lien URL. Et Yes. puis voilà. 2 mots sur TPC, puis après je te donne la main, vas-y. The Product Crew, je pense que vous connaissez tous, mais c'est une communauté de 10 000 membres. On a des gens expérimentés dans le domaine de la data, du design, du product et de la tech. On bosse aussi avec 800 entreprises. Donc ces membres, on les aide à s'upskiller en leur partageant des ressources, en créant des opportunités d'échange, de réseautage, des événements, des lives, et aussi des opportunités d'emploi. Donc voilà, c'est un peu le but de cette communauté, de faire tourner un maximum d'opportunités, de grandir et de trouver un job. Et donc, si actuellement vous êtes en recherche, c'est le bon moment pour s'inscrire parce que là, le mois de juin va être assez actif et on a une grosse édition Summer sur Open Candidates, donc qui est le moment pour nos membres où on peut les matcher avec les entreprises de notre portefeuille qui recherchent des opportunités, qui recherchent des talents. Donc si c'est intéressant pour vous, pareil, vous pouvez flasher le QR code et vous inscrire à cette session de recrutement. Et voilà, ben, on est 70 dans le live. Hop, on va pouvoir te laisser prendre la main, Mehdi. Merci d'être avec nous et je te laisse enchaîner. À toi de jouer. Yes, c'est bon là. Voyez, slide. Nickel. Alors, premier disclaimer, c'est que c'est mon premier live stream en français. Je suis francophone de base, mais ça fait un petit temps que je parle plus français au quotidien. Et attention au raccourci, je suis belge, pas français, donc j'ai pas tendance à tout traduire, les termes techniques. Donc je serai un peu fainéant sur les slides en anglais aussi. Mais si vous avez des soucis ou certains points qui sont pas clairs, dites-le moi dans le chat et je prenais le temps
de traduire ou de refaire la traduction, puisque je ne sais pas dans le monde tech exactement ce qui est. Comme la moderne data stack, par exemple, ça c'est un terme anglais qui, je pense, reste dans le monde tech français, mais on verra la suite. Je voulais vous faire une présentation aujourd'hui. J'ai fait déjà plusieurs présentations avant, je vais me présenter tout de suite. On va peut-être commencer par ça. Euh, donc, comme je viens de le dire, en fait, je suis belge et je vis à Berlin depuis maintenant 5 ans. Je suis data engineer depuis maintenant 10 ans et je suis développeur advocate chez MotherDuck, qui est une compagnie qui fournit un SaaS de DuckDB dans le cloud. Si vous avez entendu de DuckDB, la base de données. Donc voilà. Et la nuit, je fais du contenu sur YouTube, LinkedIn, sauf ça. Comme je fais aussi du contenu dans le cadre de mon travail pour MotherDuck et DuckDB, mais ça fait un petit temps aussi que je fais du contenu data général et focus sur data engineering sur LinkedIn, écrit ou sur YouTube. Et ça, c'est une image qui est GDPR compliant de ma petite famille. Donc voilà. Et oui, j'ai beaucoup trop de casquettes si vous vous posez cette question déjà. C'est souvent une question qui revient. Donc, pour parler aujourd'hui des rôles en data, il faut que je vois le chat. Il a disparu, évidemment. C'est Zoom, voilà. Ça, je vous ai juste prêt. N'hésitez pas à poser des questions. Euh, Dites-moi un peu aussi dans le chat si de quel type de profil vous venez ou de quel profil vous visez dans la carrière data. Si c'est data analyst, data scientist, data engineer, MLOps. On va parler un peu de ces profils-là euh, et des skills techniques, des soft skills, mais je pense que c'est vraiment important d'avoir un peu de contexte euh, en fait dans le monde de la data, de comprendre pourquoi c'est un peu le bordel au niveau de la définition des job roles. Et donc là, je vais vous faire un petit cours d'histoire et ça va faire du sens probablement sur certains d'entre vous. Et pour ça, je vais vous parler de ma carrière. En fait, mais il y a plein de carrières aussi similaires. Donc, j'ai commencé comme stagiaire data scientist, puis j'ai été BI développeur. Et puis très vite, ça c'était en 2015-2016. Après, j'ai été majoritairement data engineer et maintenant je fais aussi du developer advocate, où je crée du contenu technique pour les profils data. Mais je fais aussi du data engineering en interne. Mais vous voyez que le profil aussi, c'est très difficile. Il n'y avait pas de définition en fait data engineer en 2015. C'était pas, ça commençait à émerger. Mais donc vous allez beaucoup voir par exemple de data scientists en fait qui sont data engineers aujourd'hui pour différentes raisons. On va y venir là-dessus, mais il faut pas vous cadenasser en tout cas sur certains profils en disant j'arrive pas à avoir un job là-dessus. On va décomposer ça et voir un peu comment est-ce que vous pouvez faire un chemin. Donc, c'est un pathless job career. Donc, trouver votre propre chemin en vous basant sur des skills qui sont interchangeables et des skills techniques, peu importe le profil spécifique que vous voulez viser. Ici, je vois data scientist, data engineer, product designer, data analyst. Ouais, OK. Donc, le problème en data, c'est que quand vous faites une formation, par exemple, pour devenir docteur ou avocat ou un cuisinier, vous avez en général un career path qui est assez clair. Vous allez à l'école et puis vous faites vos stages, etc. et vous avez un job. En data, en fait, la première erreur enfin, c'est pas vraiment une erreur, mais les gens disent, je veux travailler dans la data. Donc, ils disent pas, parfois, ils ont des profils bien spécifiques sur lesquels ils veulent se projeter. C'est difficile dû aux définitions qui sont pas vraiment communes. On va revenir là-dessus. Euh, et donc, le fait de dire, bah, je veux travailler dans la data, j'ai pas un profil spécifique et un chemin très clair. Et les masters, que ce soit les masters bien plus spécifiques en data engineering ou big data, ils sont très, très récents. Et quand je dis récents, ils ont peut-être voilà, 3, 4, 5 ans. Mais ça, c'est très, très récent. Donc, quand moi, j'ai commencé ma carrière, il y avait vraiment rien en tant que master classique à l'université.
Et en contenu en ligne, c'était très, très pauvre. Aujourd'hui, il y a déjà plus d'opportunités. Mais ça, tout ça rend en fait le chemin en fait de progression aussi. Donc là, c'est si vous travaillez déjà en data, donc les gens qui me répondaient ici, data analyst, business analyst, et qui veulent faire une transition euh, dans un certain type de profil, c'est aussi pas évident parce que vous venez tous probablement d'un background différent. Donc pour revenir à mon exemple du docteur ou de l'avocat, en général, le background est très, très classique et sur l'université, bien sûr, il y a des curriculums qui sont un peu différents et les spécialisations après. Mais n'importe qui aujourd'hui, moi j'ai vu des data analysts qui étaient caméraman pendant 25 ans, ou j'ai vu une data engineer qui était HR avant. Donc c'était vraiment une grosse transition là pour le coup. Euh, donc, il y a vraiment tout est possible aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup plus de contenu en ligne. Il y a aussi des bootcamps, il y a différentes solutions qui font que quelqu'un qui arrive sur le marché on a tous des backgrounds différents. Et alors, la transition aussi est un peu custom puisque vous avez un background différent. Donc, si vous dites, bah, je veux bouger en tant que data analyst sur data engineer, c'est un peu c'est pas évident comme chemin. Et si on regarde en fait par exemple sur les job offers data engineer, donc ça c'est vraiment des vrais job offers. Vous allez voir que vous avez ici par exemple en technical skills, on demande du Java et du Python en back-end development. Et puis ici on demande du data modeling et dashboarding. Et là, solide pour être en machine learning pipeline. Et tout ça a le même job description data engineer. OK? Donc là, les skills techniques sont déjà vachement séparés dans le sens où il y a des data engineers qui ne vont jamais faire de data modeling ou de machine learning pipeline. Donc ça, c'est pris de LinkedIn et vous pouvez faire l'exercice vous-même de prendre plusieurs offres dans un type de profil et vous allez voir qu'il y a pas mal de différences. Donc ça, c'est vraiment la première chose et un des gros key takeaways ici de la présentation, c'est qu'il faut vraiment avoir un esprit critique par rapport aux offres que vous voyez. Et j'avais fait une vidéo là-dessus sur les différents types de data engineer parce que justement, il y a plusieurs sous-profils où c'est plutôt un terme qui est un peu utilisé à tort et à travers. Et c'est la même chose pour data science et aussi parfois data analyst. Euh, J'aime bien ce meme en fait parce que la deuxième chose à comprendre, c'est que il y avait toute une vague en fait, donc en 2015, l'ère du big data, data science, où toutes les boîtes voulaient recruter des data scientists, des PhD et son en se disant, bah, on va pouvoir faire du machine learning, on va pouvoir faire de la magie avec la data. Mais en fait, c'est ce qu'ils ne se rendaient pas compte. En fait, ils n'avaient pas la maturité interne, les fondations internes pour pouvoir faire du machine learning. Et donc, j'aime bien ce meme parce que, en fait, ça reflète un peu la réalité. Il y a quelques années, maintenant, les boîtes en général sont un peu plus matures, mais de dire, bah, en fait, un data scientist, c'est juste un gars qui travaille dans Excel et c'est un data analyst qui est à Silicon Valley. Donc ça, c'est un peu ce que je viens de dire. Il y a 10 ans, toutes les boîtes disaient, je veux du machine learning. Ils ont commencé à recruter des data scientists et puis ils se sont rendus compte que leur data n'était pas assez bonne, qu'il fallait les transformer, les cleaner avant de pouvoir faire tout ça. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu aussi une grosse vague de profils data engineer et le profil est un peu ressorti du lot et une grosse demande parce que les entreprises ont fait un peu marche arrière. Et alors, de nouveau, c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de data scientists qui sont devenus data engineers. Donc, moi, j'en connais plein, des très, très bons data engineers aujourd'hui qui, en fait, ont fait une début de carrière en data scientist et se rendaient compte que donc ça, c'est un peu le temps passé pour un data scientist et ça vient en fait d'un paper assez reconnu par Google de 2015 qui parle des dettes techniques. Et en fait, ça montre que le temps passé d'un data scientist sur un projet data de machine learning, bah, vous voyez que le ML code, ça représente une toute petite partie et qu'il y a des grosses parties en data collection, data verification et ça. Donc voilà, là, vous avez déjà un peu, pour le recap, une information sur le pourquoi il y a eu une explosion de data engineer. C'est parce que les entreprises ont fait un peu marche arrière, se sont rendu compte qu'en engageant des data scientists.
Et vous avez aussi une vision que les définitions même des data engineers sont un peu différentes parce que toutes les entreprises ont des maturités différentes. Ça aussi, c'est un autre post. Je vous partagerai les slides de quelqu'un qui disait, voilà, justement, on a vu que les data engineers ont commencé à apparaître parce que euh, les data scientists ne savaient pas travailler. Et là, j'ai des grosses références, je nommerai pas des noms, mais aussi des grosses banques et assurances en France qui avaient engagé des tas de data scientists, on parle dans les années 2016-2017, et il y a eu une grosse restructuration où des gens qui sont partis parce qu'ils n'arrivent pas à travailler, parce que les données de base n'étaient pas là. Et c'est pas fun si tu es engagé en tant que data scientist et tu fais du boulot de data engineer. Mais d'autres trouvaient ça fun et ils sont restés et en sont du data engineer. Il y a aussi le point ici, il y avait quelqu'un qui avait commenté, je trouvais ça marrant, en disant, bon, au final, on est juste des gars data euh, qui travaillent dans la data. Et je pense que c'est OK de dire ça, mais le problème, c'est qu'au niveau de la carrière, si vous voulez vous projeter, vous voulez vous améliorer, viser quelque chose, vous avez besoin d'identifier un rôle. OK? Vous ne pouvez pas dire, je travaille en restauration. OK, mais vous voulez être un chef, vous voulez faire de l'entrepreneuriat de restauration. Donc, il y a différentes choses. Donc, on doit à un moment se projeter sur un rôle et sur une roadmap. Donc, à résumer, Data Maturity, elle est différente de chaque boîte. L'adoption aussi des nouvelles technologies est différente de chaque boîte. Euh, il y a vraiment un segment marché des entreprises tech et des entreprises, je vais dire, traditionnelles ou des vieilles entreprises en banque et assurance. Et ici, c'est un autre commentaire d'un gars en Allemagne en data qui est en fait assez reconnu en data modeling. Et il dit, en fait, je vois que sur LinkedIn, tout le monde parle de Snowflake, de Databricks, etc. Mais j'ai très peu de projets en fait là-dessus. Et je vois SAP, Microsoft BI Stack et même IBM, qui sont en fait des assez vieilles stacks, mais qui sont présentes sur plutôt des marchés de boîtes assez classiques. Et donc ça, en fait, c'est vraiment pour montrer qu'il y a vraiment, de nouveau, au niveau de l'industrie, il y a vraiment différents marchés et la vitesse d'adoption des technologies est aussi différente de chaque boîte. Donc, on n'a pas de chemin clair en data. On n'a pas de chemin clair pour une transition dans un data role. Et en plus, les job descriptions sont un peu le bordel. Et, euh, et en fait, chaque boîte a sa propre maturité et vitesse d'adoption. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant? Donc, je suis désolé, j'ai pris une bonne partie en fait pour placer le contexte, mais je pense que c'était vraiment important euh, de comprendre un peu le contexte data et d'avoir cet aspect critique quand vous voyez une boîte, quel type d'industrie c'est, et aussi d'être critique par le job offer. Donc là, on va juste regarder un peu les définitions qu'on a en général. Donc, je suppose, vous pouvez me dire dans le chat si vous avez déjà vu euh, ce graphe-là. Il y a plusieurs variantes. Euh, mais pratiquement, en fait, c'est pour définir les job roles. C'est un truc assez populaire. Et en fait, il y a un gros problème avec ce schéma-là. Parfois, il y a data analyst, data engineer, data scientist. Ici, c'est software engineer, data engineer, data scientist. C'est que, en fait, ça ne vous dit pas à quelle quantité vous devez maîtriser ces skills techniques. Et aussi, ça fait des ségrégations très strictes. Ça veut dire qu'un data scientist, par exemple, il ne fera jamais d'ETL. Et je suis sûr, il y a quelques data scientists dans l'audience. Vous pouvez me dire si vous avez jamais fait de l'ETL de votre vie. Et je pense que ce n'est pas vrai. C'est très difficile en tout cas, ou alors vous êtes vraiment en recherche ou à l'université, et même dans ces cas-là. Donc en fait, le point, c'est que ces graphes-là ne représentent pas très bien les job roles parce que plusieurs gens ont différentes définitions. Un meilleure représentation, c'est de Data Captains. De nouveau, vous avez le lien. Ça représente ici un spider chart ou radar chart. Et en gros, plus vous avez dans le bord, au plus vous devez apprendre cette skill set-là de manière intensive. Donc, si je prends par exemple, vous voyez Data Engineer ici, c'est en vert. Vous voyez que Data Engineer doit être très efficient en database et data pipeline, moins en inference, expérimentation. Ici, j'ai d'autres, machine learning modeling. Et en fait, quand vous voyez ce graphe-là, vous pouvez dire, mais en fait, je peux définir moi-même mes rôles data engineer, en gros.
Par exemple, une offre de data engineer pourrait se mettre là-dessus. Et on l'a vu initialement avec les screenshots que, par exemple, vous pouvez avoir un job de data engineer en fait, qui serait plus sur du machine learning opérationnel, du déploiement de modèles, et moins sur des classiques de database analytiques. Vous pouvez avoir un autre data engineer qui est en fait plus sur le storytelling et la data visualisation, mais toujours aussi dans les data tools. Et vous pouvez aussi avoir des job offers qui sont comme ça. Et de nouveau, il faut faire euh, attention au job offer parce que ça c'est un piège. Il y a ça, il y a des offres qui listent en fait tout, peu importe que ce soit pour data engineer ou data scientist, et ils cherchent juste une unicorn. Et ça aussi, si vous voyez ce type d'offre-là, ça vous dit aussi pas mal déjà sur la maturité data de la boîte. Parce que s'ils ne sont pas capables de scoper un rôle plus spécifique, ça veut dire qu'ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que probablement leur maturité de data n'est pas très, vient juste de démarrer ou n'est pas au niveau. Donc, on a vu ici, donc j'ai défini un peu rapidement data engineer, data analyst, data scientist, ML engineer. Il y a plusieurs graphes là-dessus. Je vous invite à aller voir là-dessus si vous voulez avoir un peu plus d'orientation. Mais vraiment, le key takeaway ici, c'est que voyez ça comme certaines skills que vous avez, que vous combinez à une certaine intensité, plutôt que ceci où vous dites, bah, en fait, ça, je ne fais pas ou ça, je fais. Et je pense que ça, c'est un des points importants. Si vous travaillez en data, vous devez être flexible, mais juste essayez de comprendre sur quelle intensité vous devez connaître certaines choses, dépendant le profil que vous voulez euh, viser. Posez aussi des questions sur la stack technique et sur les types d'équipes quand vous interviewez, parce que ça, c'est vraiment important. Et à la fin, c'est vraiment juste l'expérience qui va vous dire ce que vous aimez, hein. Il ne faut pas avoir peur d'essayer. Moi, j'ai déjà eu des gens qui commençaient en disant: ah non, moi, je veux travailler comme data engineer, je ne veux pas travailler comme data analyst. Et je disais, mais vous savez, avec les types de définition, je pense que tu pourrais trouver un job role data analyst qui te correspond un peu. Donc, soyez juste ouvert et essayez les choses. Moi, c'est ce que j'ai fait et enfin, ça a toujours payé en tout cas. Euh, je veux passer 5 minutes, on est presque vers la fin en fait déjà, sur ces outils qui sont, il y a deux outils. Il y en a un en fait qui est un projet que j'ai fait déjà il y a un petit temps et je viens de le remettre en ligne, genre ce matin parce que j'étais un peu à la bourre. Mais je vous invite à voir le blog. Il y a beaucoup d'articles là-dessus où des gens qui scrapent les job ads et qui analysent quel type de compétences techniques ils ont et demandé sur le marché. Et je pense que c'est vraiment intéressant parce que c'est en passant, en regardant les job ads. Mais de nouveau, vous devez être prudent parce qu'il y a des gens qui listent un tas de choses. Donc ça c'est en ligne. Vous pouvez essayer dataskills.evidence.app. Et il y a aussi Data Nerds, qui est de Luc Barousse pour les gens qui suivent un peu sur YouTube, qui est un YouTuber assez connu. Et grosso modo, vous choisissez votre profil et vous pouvez voir en fait le type de compétences qui sont demandées. Alors et là, il y a un truc vachement intéressant que moi j'ai vu en fait, dans le blog en question ici. C'est que en fait, c'est aussi les skills techniques sont segmentés par localisation. Donc, il y a certains pays qui sont vraiment plus AWS ou Azure ou GCP, et certaines industries aussi, comme les plus anciennes boîtes ou les startups. Par exemple, GCP a mis beaucoup d'investissements sur tout ce qui est startup. Par contre, sur les grosses corporates, il y a beaucoup plus du Azure parce que les gens étaient sur des stacks Microsoft. Donc ça aussi, si vous avez ce genre d'informations-là, en disant, ouais, moi j'ai envie de viser une grosse boîte assez classique, j'ai pas envie d'avoir une boîte tech, euh, il y a des grosses chances que vous allez atterrir sur des stacks Azure. Et donc là, vous pouvez aussi viser quel type de cloud vous voulez vous concentrer. Euh, donc ça, depuis les régions, et alors vous voyez que par exemple, si je vais sur Data Engineer, en matière de Programming Language, j'ai Java et Scala qui sont encore importants parce que ça vient de Spark. Spark était vraiment le standard et ça reste encore un gros standard en termes de data processing. Et Spark est
est écrit en Scala. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent en Python, en SQL. Et si vous allez par exemple sur Data Analyst, vous allez voir qu'en fait, hum, ça m'a l'air. Déjà, il y a beaucoup moins de Java, mais c'est majoritairement Python et R. Et R, en fait, n'est même pas listé dans le top 3, je pense, qu'on avait regardé dans Data Engineer, en effet. Voilà, ça peut vous donner, de nouveau, rien n'est tout à fait juste. Il y a ce site-là qui est celui-là que j'ai fait, Sucy. Je vous invite à regarder, un peu explorer par vous-même. Vous avez aussi les types de salaires. Je pense que c'est majoritairement, je ne sais pas sur quel pays c'est concentré, euh, mais voilà, toujours apprendre. Je crois qu'on arrive vers la fin. Il y a, en fait, cette partie de présentation que j'avais fait, c'est plus savoir ce que vous avez envie de faire. Donc, pas spécifiquement en data, mais je pense qu'il y a juste un point que je veux terminer, c'est essayer de comprendre quels sont les skills qui sont les dénominateurs communs. Et ça, c'est pas non plus que les skills techniques. Et donc, il y a les skills techniques ici comme SQL, Git, ETL, comprendre les formats de fichiers. Puis il y a tout ce qui est soft skills, communication, être curieux, euh, se- être en formation continue. Et si vous comprenez en fait ces points qui sont communs entre les rôles, c'est là où vous allez avoir le plus de résilience, peu importe ce qui arrive dans le marché, qu'il y ait moins de jobs et quoi que ce soit, vous allez pouvoir vous rebondir sur un autre type de rôle ou quoi que ce soit parce que vous allez capitaliser sur des skills qui sont interchangeables plutôt que sur des technologies bien spécifiques qui peut-être n'existeront plus d'ici 3-4 ans ou qui seront en descente. D'autres un point qui sont intéressants à long terme, le storytelling, s'adapter, etc. Donc, ne soyez pas ce que j'appelle toujours un framework engineer. Ah oui, moi, je suis un DBT engineer ou quoi que ce soit, ou un Python engineer. Je pense que vous pouvez, après plusieurs années, si vous voulez vraiment vous spécialiser, être vraiment le meilleur, mais ça reste très difficile, et vu comment les stacks bougent. Donc, restez ouvert et pensez aux skills qui sont interchangeables. Et regardez par rapport au marché ce qu'il y a besoin et si les data scientists en demandent moins, et si les data engineers un peu plus. Qu'est-ce qui est regardez sur les offres d'emploi. Vous avez les outils que je vous ai montrés. Euh, voilà. Là, je répète un peu sur les points. Et la dernière partie de la présa, je ne vais pas vraiment y parler, mais c'est un concept que j'aime beaucoup qui s'appelle Ikigai. Probablement, vous avez déjà entendu parler. C'est juste un peu déterminer ce que vous aimez, sur lequel vous pouvez être payé, sur lequel vous êtes bon, parce qu'on a plus parlé du marché et qu'est-ce que demande le marché et comment s'adapter, mais je pense qu'il y a toujours évidemment un compromis en fait ce que vous aimez, ça c'est sûr. Et moi, c'est la même chose sur ma carrière. Vous voyez que je faisais du vidéo editing, je jouais énormément aux jeux vidéo il y a quelques années, puis j'ai commencé YouTube et maintenant, en fait, ça fait partie de mon job. Euh, donc, il faut ça prend du temps de trouver ce que vous aimez vraiment. Il faut juste expérimenter, essayer de types de rôles. Euh, voilà. Canon. Merci, Mehdi. Hyper cool et bravo pour cette premier live stream en français. Merci. Tu t'en es pas trop mal sorti côté, côté langage. Bah écoute, Canon, il y a beaucoup de personnes qui sont partagées leur métier justement dans le live. Et je vois qu'il y a beaucoup de data analyst, data scientist notamment. N'hésitez pas à poser vos questions, vos questions dans le live, dans le chat, et on vous donnera le micro. D'ailleurs, vous commencez à en envoyer. Mathieu, on va te donner le micro. Si tu peux lui donner, Tony, le micro à Mathieu pour que tu puisses poser ta question à Mehdi, et puis on enchaînera. Si vous n'avez pas d'autres questions, moi j'en ai pas mal. Donc n'hésitez pas à les balancer dans le chat. Est-ce que, est-ce que Ouais, Mathieu, tu peux merci Mehdi, merci beaucoup Mehdi ouais. pour la présentation. Alors moi, le data, c'est pas forcément mon secteur, mais j'avais quand même des questions qui m'intriguent depuis que je m'y intéresse un petit peu de loin, et notamment sur la ETL versus ELT, savoir Ouais. est-ce que ETL c'est la version historique et ELT la version moderne, ou est-ce que c'est plus subtil que ça, et comment on sait quelle est la bonne approche pour gérer notre data et enfin, la stocker et de l'analyser.
Ouais. Attends, je vais juste prendre. Vous voyez toujours mon écran, hein? Je vais juste prendre un graphe pour expliquer un peu rapidement. Euh, donc, ETL, en fait, donc ça vient pour Extract, Transform and Load. Et typiquement, en fait, il n'y a pas vraiment de beau graphe là-dessus. Bon. Mais ça vient en fait, et comme tu l'as dit, ETL, c'est un peu l'ancienne parce que ce qui se passait, c'est que quand on faisait de la data avant, on avait des bases de données qui avaient des schémas stricts. Donc, on devait faire de la transformation, du data modeling pour qu'on puisse pousser ces données dans des tables de bases de données sur lesquelles il y a un schéma bien spécifique. Le problème de ça, c'est que quand il y a eu l'explosion Big Data, il y avait trop de données et on n'arrivait pas à avoir le temps de faire du modeling et de définir un schéma strict pour pouvoir juste stocker la donnée. Ok. C'était à l'époque où les réseaux sociaux ont explosé, comme Facebook, etc. et tout, et tu dis, ah oui, je veux avoir les performances like, etc. sur ces postes-là. Et dis, ah oui, mais il faut faire un schéma de données, etc. Et tout ça prenait du temps. Et donc, en fait, le LT, ça change en fait le process. Au lieu de faire la transformation puis la publication, on va d'abord faire l'extraction des données, la charger dans typiquement un object storage, donc comme AWS S3 ou euh, Google Cloud Storage. Donc là, il n'y a pas besoin de faire de définition schéma. Ok, c'est juste un file system. On peut mettre les choses là. On peut aussi mettre des images qu'on veut traiter après, n'importe quoi, des PDF. Et après, on fait cette transformation-là. Et donc, en fait, ça a été un mouvement ELT qui est apparu pour ça, parce qu'il n'y avait pas de vitesse. Mais en fait, on a poussé un problème qui est le data modeling, donc qui apparaît normalement ici quand on veut mettre et consommer les datasets. En fait, on reporte le problème parce qu'on charge les données dans quelque chose qui est flexible. Mais après, en fait, on a un coût, une dette technique où on doit en fait quand même faire du modeling là-dessus. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le data modeling revient vraiment en force. Il y a toute une génération de personnes en carrière de data qui se posent des questions en disant, ouais, mais pourquoi est-ce que j'arrive pas à faire du sens de mes données qui sont sous S3? C'est un peu le bordel. Et comment est-ce que je définis un customer, la concept de customer? Donc ça, c'est vraiment des concepts de data modeling. Et avant, on était vraiment plus forcé dû aux technologies. Et donc, la réponse courte, c'est que les deux ELT et ETL sont toujours là, présents aujourd'hui, dépendant en fait de votre use case. Donc, si vous devez aller plus dans la rapidité et juste stocker les données, oui, mais c'est à un coût posteriori après de devoir faire du modeling après. Et si vous avez le temps, que vous avez un petit dataset, en fait, le TL fonctionne très bien. J'espère que ça répond un peu à la question. Oui, complètement. Et du coup, derrière, je me demandais, est-ce que c'est correct de dire que le ELT, c'est complètement lié à la notion de data lake? Oui, c'est très fort attaché au concept de data lake où on a un storage qui est je veux dire, un call storage comme AWS S3 avec un file format qui est ouvert comme Parquet ou Delta Lake, etc. Effectivement. Et une fois qu'on a chargé dans un data lake, on a encore besoin d'un data warehouse derrière, une fois qu'on a Alors, il y a beaucoup de normalisé notre gens, donnée, ou ouais, pas forcément? ouais. Alors ça, là, c'est vraiment, ça dépend, mais il y a pas mal de compagnies aujourd'hui qui ont les deux et en fait qui poussent dans le data warehouse uniquement ce qu'ils ont besoin. Donc, ils ont enfin, je veux dire une partie de leur data ou qui font du data modeling qui est utilisé par les outils BI, etc., ou par le C-level, qui est vraiment des datasets critiques. Et puis, il y a tout un large quantité de données, raw format, tu vois, que je te parlais des PDF ou des images qui restent plus dans le data lake. Donc, la combinaison fonctionne aussi assez bien aujourd'hui. Ok, merci beaucoup, c'est très instructif. Cool. On va passer à ta question, Nicolas. J'avais la même que toi. Je pense que ça intéressera pas mal de monde si tu veux prendre le micro pour la poser. Allô, Nicolas? Oui, vous m'entendez Ouais, là? Ouais, ouais, c'est bon, t'entends. Tu peux y aller.
Bonjour, merci pour cette très belle présentation. C'est vraiment très instructif et puis ça reprend vraiment les sujets très importants. Alors pour aller sur ma question, effectivement, c'est l'IA générative est en train de un petit peu de disrupter un petit peu la landscape technologique et aussi en termes d'attente du marché, en termes de rationalisation et d'augmentation de la productivité. Est-ce que pour toi, sur ces métiers-là, aujourd'hui, il y a quelle serait la landscape future? Quels seraient les sujets sur lesquels peut-être ça va basculer Ouais. en termes de priorité, etc., quoi. Ouais, non, mais c'est très bien que tu me le rappelles parce qu'en fait, je voulais en toucher un point. Et c'est ouais, c'est une question qui est souvent demandée. Alors, grosso modo, je pense qu'il y a vraiment euh, carrément une fake news en disant les data engineers, c'est mort, etc. On n'est pas du tout, on n'est pas proche de ça du tout. Je pense que, en fait, ce qui est proche, c'est qu'il y a une série de choses que font les data engineers ou les data scientists, etc., qui vont être pas automatisées, mais simplifiées. Mais ce seront toujours les data scientists ou data engineers qui seront un peu au contrôle. Parce qu'un large language model, enfin, ils ont toujours besoin de contexte. Un data scientist, il a besoin de savoir, il a le contexte de quel type de données est venu. Donc, je te donne un exemple. Euh, tu as différentes datasets et il y en a un qui dit bah, ça c'est un customer, ça c'est. Et qu'est-ce que tu définis en fait un client au sein de ta boîte? Est-ce qu'un client c'est quelqu'un qui rentre dans un magasin ou c'est quelqu'un qui fait un shop en ligne ou en fait c'est un partenaire, tu vois, un B2B? Et ça, c'est des choses que toi, tu dois définir. Enfin, le large language model, il sait pas le pondre de lui-même parce que ça dépend des cas par cas. Et donc, un data scientist, par exemple, qui va faire une analyse en disant, voilà, donne-moi les revenus par client sur segment, il doit avoir ce contexte, right? Et écrire le code, par exemple, générer ce rapport-là, par exemple, ça va clairement être automatisé je pense, dans le futur et d'autres tâches, mais on aura toujours besoin d'avoir quelqu'un au contrôle pour avoir plus de contexte. Donc, le meilleur conseil que je peux donner, c'est que tous ces outils, ChatGPT, etc., ou GitHub Copilot pour apprendre à coder, vous devez vraiment vous y mettre et les essayer au jour le jour. Parce que ça, c'est des skills que vous allez devoir avoir après dans le futur. Mais je ne pense pas que ça va réduire. Les types de rôles vont peut-être se transformer, les noms vont se transformer. Euh, je fais un peu l'analogie en fait avec Internet, avec l'arrivée d'Internet. Aujourd'hui, en fait, quelqu'un qui ne sait pas utiliser Internet, bah, c'est un peu difficile de l'engager, quoi. Mais à l'époque où Google commençait, bah, non, ce n'était pas un requis. OK? Mais il y a plein de jobs qui sont restés et c'est juste explosé les opportunités de job. Mais par contre, c'était un requis de comprendre comment ces choses fonctionnent et comment les utiliser pour augmenter la productivité. J'espère que ça D'accord. répond à ta question. Oui, oui, ça répond. Merci pour ton analyse. Yes, merci à vous deux. Et bah, Robin, tu avais une question aussi, si tu veux prendre le micro, on te le file. Question sur le recrutement. Et il y en a deux, trois autres aussi côté recrutement que je poserai dans la foulée, mais à toi de jouer, Robin. Ouais, vous m'entendez? Yes. Parfait. Moi, c'est plus une question côté recruteur, parce qu'on recrute en ce moment. Et c'est vrai que bah, on est en start-up, donc on n'a pas forcément les fonds de monter l'équipe tout de suite, où ça va prendre du temps de recruter. Je me demande un peu comment je peux accompagner justement, par exemple, une data scientist qui va arriver demain. Nous, on a des développeurs, etc., qui vont pouvoir potentiellement l'aider, etc., mais on n'a pas forcément, ça va forcément faire un peu le grand écart. Par rapport à des tâches peut-être que le data engineer, si on avait un, aurait Ouais. écrit, quoi. Donc, est-ce que donc la question est un peu quel premier profil data je dois recruter pour mon équipe, par exemple. Je pense que c'est plus ça. Et puis après, il y a la question, une fois que je sais quelle première personne, donc il y a souvent cette expression one person data team dans des startups Ouais. où il y a une personne qui Mm. gère tout l'aspect data. Et puis après, en général, cette équipe grandit où on a plus des profils C'est ça, ouais. spécialisés. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut voir et se dire,
bah, en fait, si on est une startup, en général, tu as besoin d'un profil un peu généraliste. Quand tu as quelqu'un qui se fait un peu de data engineer, un peu de data analyst, un peu de data science, ça peut être une personne qui a un profil data science de background, mais il faut vraiment être très clair sur le job offer ou en disant, voilà, vous êtes le premier employé Arrivant, ouais. data et Mm. vous allez devoir porter plusieurs casquettes. Et puis alors, si toi, en tant que recruteur, tu as aussi des visions sur le recrutement et sur le headcount en disant, ça permet aussi aux gens de se projeter, tu vois, en disant, bah, en fait, je vais Ouais, bien être sûr. une personne data team, mais l'année prochaine, il y en aura deux. Et alors aussi, comme tu l'as dit, avoir le support des profils qui sont sur le côté comme software engineer ou quoi que ce soit. Voilà, ça permet de rassurer. Et je pense que où cette personne data va être et à qui il reporte, c'est aussi important de pouvoir définir. Donc, ça peut être que c'est une personne data dans l'équipe, donc je pense que c'est le mieux dans l'équipe engineering, Ouais. et à qui elle reporte. Est-ce qu'elle reporte directement au CEO parce que ce sont les dashboards qui sont plus importants ou elle reporte aux finances? Donc, il y a des personnes, one person data team, qui ne reportent qu'aux financiers parce que c'est Ouais. l'aspect critique de la startup aujourd'hui. Donc, il faut savoir quels sont les use cases data qui sont les plus critiques et voir en fait quels sont qui pourrait avoir le ownership là-dessus. Et ça peut changer en cours, mais Ouais, à la vie de la startup. Ok, trop voilà, c'est cool. ça. Et du coup, selon toi, ça fait pas trop peur parce que nous, on est quand même dans le cas, effectivement, on va recruter quand même, même, on a déjà deux recrutements, etc. Donc, je pense pas la pire situation, mais ça Non, fera je pas pense trop que peur aux candidats, quoi. Non, je pense que il faut, en fait, tu peux le vendre comme ceci, c'est qu'une expérience startup pour des juniors, c'est à double tranchant, dans le sens où c'est leur Ouais, première expérience, mais ils vont toucher à tout, et donc ils vont vraiment savoir ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment ouais, pas. Mais le double tranchant, c'est que s'ils n'ont pas de mentors qui sont suffisamment là pour les accompagner, et ça peut être des mentors un peu dispersés, un software engineer, un bon manager, ça peut être ouais. vraiment, enfin, moi j'ai déjà vu des gens qui, voilà. Et donc, mais par contre, n'importe qui a déjà un peu d'expérience dans des équipes un peu plus grandes et qui vient là-dessus, je pense que c'est vraiment, enfin, il y a des gens qui recherchent Ok, ça, de pouvoir toucher un peu à tout, donc trop bien, voilà, c'est un atout aussi. trop bien. Merci. Et super cool. Il y avait un autre Nicolas qui faisait plus un commentaire qu'une question, mais qui disait est-ce que les RH ils réalisent que lorsqu'ils publient des annonces, ils peuvent dévoiler une information cruciale sur leur stack data, notamment le fait qu'elle soit pas très développée. Ça, j'ai l'impression que c'est un cas qui doit être assez, en vrai, Alors, tu dois mieux savoir que moi, Mehdi, mais non, mais assez c'est fréquent, hein. vachement. Ouais, c'est intéressant dans le point pour ne pas faire fuir les candidats. Ça, j'ai jamais. Parce que moi, en fait, j'ai déjà eu ce truc-là où je regarde et oui, je sais juger de la maturité d'une boîte. Je vous ai dit, là, s'ils savent ce qu'ils veulent, si c'est assez précis, s'il y a le scope business et les stacks de data, on peut juger de la maturité d'une boîte en data juste en regardant l'offre. Mais aussi, plus la stack est vieille, plus on peut se dire, ah oui, j'ai pas mis vraiment de travailler avec ça et les gens s'enfuient. Je pense qu'il faut être honnête et il faut pouvoir projeter les choses dans le job offer. J'ai déjà vu ça régulièrement. Dire, voilà, on est en migration, on est en, en reconstruction d'une nouvelle stack. Et si vous avez encore rien défini, de nouveau, ça peut être un atout. C'est chouette de pouvoir travailler sur ce qu'on appelle un greenfield, donc un endroit où il n'y a aucune stack qui est définie. Donc, si vous avez un nouveau projet de revamp, etc., c'est une opportunité pour la personne de dire, bah voilà, vous avez votre mot à dire sur la nouvelle stratégie. Je pense que ne pas faire dire juste j'ai besoin de quelqu'un pour migrer ça à ça peut être un peu. Voilà, à ce moment-là, vous engagez des freelances ou quoi que ce soit. Mais donner de la responsabilité aux gens qui viennent pour migrer vers une nouvelle stack, si vous avez une vieille stack, vous avez peur de faire fuir les gens, je pense que ça peut aussi se mettre comme un atout. Ouais, clairement. Tout est dans la manière dont tu vas créer du challenge et engager Ouais. avec des responsabilités. On va te donner la parole, Nassim. Tu avais une question sur. Euh, pardon, ouais, alors attends, excuse-moi, je crois que j'ai un peu mix-up, mais. Question opérationnelle sur les Ah oui, profils. si, sur les certifs, ouais. Sur les certifs, c'est ça.
Tu nous entends, Nassim? Ah, ok. On t'a Je donné peux le micro, répondre. mais je pense que ça passe pas. Bah, du coup, c'était une question. Ah, yes, on t'entend, c'est bon. Bon, mince. On t'a entendu une Pas de seconde, souci, mais ça a recoupé. je Es-tu vais là? répondre à la question. Est-ce que Vas-y, les go. certifications jouent vraiment sur le choix des profils ou un profil qui apprend montre en compétences et privilèges? Euh, alors, les certifications, ça marche sur je crois, des entreprises assez classiques qui demandent ça, mais c'est plus spécifique dû à la sécurité et à les législations. Euh, Plutôt que dire voilà, j'ai une formation en data engineer, je pense que ça n'a pas trop de valeur. Par contre, la valeur, exactement ce que tu dis, c'est que tu montres que tu es en formation continue. Ça, je pense que c'est un des choses. Et en fait, j'avais un slide que j'ai skippé, mais ceci-ci. Donc moi, j'ai plusieurs projets que j'ai fait. Le projet que je vous ai montré, mais d'autres, j'en fais toujours. Je trouve un truc qui me passionne et je travaille dessus. Et ça ouvre en fait des opportunités et puis ça montre que vous êtes toujours en formation continue. Donc, la formation pour la formation elle-même et le papier, je pense que ça n'a vraiment pas trop de valeur, sauf dans vraiment certaines spécificités d'industrie. Mais par contre, montrer que voilà, vous êtes toujours en apprentissage, etc. et tout, et que vous êtes même prêt à sortir de l'argent de votre poche pour faire ces formations, parfois qui ne sont pas payées par votre boulot. Moi, je l'ai fait plusieurs fois. Je pense que c'est aussi montre une volonté de croissance. Ouais, c'est clair. Clair. On va te donner le micro, Louis. Tu as une question sur les jeunes diplômés. Et, effectivement, bon, on en parlait rapidement dans l'intro sur le marché de l'emploi. Actuellement, pour les juniors, c'est particulièrement difficile. Donc, tu veux peut-être partager un petit peu ta situation. Et il y avait Kirill aussi qui disait que c'était particulièrement galère aussi de son côté. Donc, à toi le micro. Tu nous entends, Louis? Ouais, pareil. Je me demande s'il n'y a pas des soucis de technique. Bon, j'ai posé ta question du coup, mais c'était effectivement bah, en tant que jeune diplômé, l'impression que c'est assez difficile de rentrer sur le marché pendant les data, quoi. Car les Ouais. entreprises demandent 2 3 années d'XP minimum sur leur cloud. Euh, Ah, on l'entend là, je pense. Ça y est, on t'entend, Louis. J'ai l'impression que tu allumes et que tu coupes ton micro, mais que ça passe pas très bien. Donc Ah, voilà, ça va. en tout cas, est-ce qu'il y a des conseils peut-être pour voilà, ceux qui n'ont pas encore ces 2 3 années d'XP qui leur permettent d'avoir Ouais, la première expérience et si tu vas peut-être reboucler avec les side projects et les certifs, je sais pas. ouais. Non, donc les side projects, et en fait, le conseil que je donne à tous les gens qui démarrent leur carrière ou voilà, qui est un peu plus difficile, c'est que compte build in public. Donc, un side project, c'est pas juste faire le projet et avoir un GitHub repo. Personne va cloner votre repo et installer les dependencies Python. Il faut le showcase. Il faut vraiment, c'est la partie communication. Donc, vous devez l'avoir en ligne. Donc, moi, j'ai un lien en ligne. J'ai un site web euh, avec mes projets et mes liens en ligne. Et les gens savent exactement voilà, comment voir les choses. Et donc ça, je pense que c'est vraiment important. Les gens complètement oublient qu'il faut mettre de la visibilité. Et vous pouvez aussi documenter simplement vos apprentissages. Si vous avez peur, vous avez le syndrome de l'imposteur en se disant, mais non, mais moi, qui je suis pour parler de data engineering, je commence ma formation. Mais en fait, il y a des tas de gens qui veulent faire cette transition-là et qui sont intéressés, qui sont dans votre situation de manière unique. Parce que moi, je fais du contenu, mais j'ai déjà 10 ans d'expérience, donc je peux pas avoir le même ressenti que vous dans votre situation. Et donc, la partager et écrire des blogs techniques ou simplement des posts sur LinkedIn ou sur Twitter, ça va vraiment vous apprendre à vraiment avoir cette visibilité et de créer ces opportunités-là. Et je peux vous raconter plein d'histoires, mais une que je vais vous raconter, c'est que j'avais postulé pour un boulot de staff engineer, staff data engineer, donc après senior, qui ne sont pas évidents pour avoir ces genres de postes-là en boîte tech. Et en fait,
ce poste-là m'est venu vraiment naturellement par une offre que je n'avais pas été prise en senior il y a 2 ans. Et j'avais ajouté le manager sur LinkedIn après le process parce que je n'avais pas reçu d'offre. Et 2 ans plus tard, il m'a dit, ah ouais, on a suivi ton contenu, on a un poste de staff engineer, ça te tenterait d'en discuter. Et j'ai même skippé des points de l'interview. Donc le point, c'est que enfin, faire du contenu en ligne, et c'est pas devenir un influenceur ou devenir developer advocate, comme moi, c'est vraiment juste avoir votre site web, avoir les références, qu'est-ce que vous avez fait, et partager ça de manière régulière. Vous allez voir, vous allez avoir des opportunités de network online, de communauté, joindre ces événements, comme ici maintenant. Euh, je pense que c'est aussi important. Mais voilà, il y a plein d'opportunités aujourd'hui, mais je suis tout à fait d'accord, c'est beaucoup plus difficile qu'avant. Mais il faut vraiment, moi, le show, j'ai interviewé des détails, des profils d'état pleins. Et un des points que je regarde tout le temps, c'est la curiosité. Est-ce que cette personne est curieuse? Donc, et pas vraiment la connaissance technique elle-même, mais voir en fait comment est-ce que de manière indépendante, cette personne peut apprendre d'elle-même, se pose les bonnes questions. Et tout ça, en fait, vous le voyez directement aussi par rapport au contenu que les personnes mettent en ligne. Hein, il n'y a pas photo. Et Escalon, bah, merci pour tous les conseils. Et puis, bah, on arrive au bout du live. Il y avait une dernière question d'Emmanuel un peu spécifique. Je pense que tu pourras donner une réponse si tu en as une assez rapidement. Mais il demandait si un stage effectué dans le passé en tant que DBA trainee peut aider à trouver une mission dans la data. Ouais. Un avis là-dessus, ouais. Ouais, donc les débillets, c'est un peu un profil qui est un peu plus classique et vieux, mais c'est encore demandé. Mais en tout cas, si vous avez fait un stage, vous avez sûrement fait des... Allez, vous êtes assez confortable en SQL ou en tout cas, vous pouvez rafraîchir vos connaissances là-dessus. Et le SQL, c'est utilisé sur tous les profils data. Donc, s'il y a une compétence technique où vous pouvez commencer, c'est par ça. Ben oui, et si vous showcasez ce que vous avez appris pendant ce stage, bah oui, tout peut mener à une offre d'emploi. Il ne faut pas avoir peur en fait de votre passé, de votre background. Ouais, c'est souvent des trucs un peu out of the box qui te démarquent aussi. Ouais. Donc, en particulier sur le marché en ce moment. Bah, trop cool. Écoute, merci beaucoup. Merci à tous. Et merci à toi, Mehdi, pour le temps. On arrive au bout. Vous étiez plus de 100 sur le live. Là, il y a encore une soixantaine après les questions. Donc ça fait plaisir. J'espère que vous avez récupéré pas mal d'infos. Mehdi, tu as partagé ton lien de slide. Donc, on va le récupérer Ouais. avec Toli. Et puis, comme ça nous permettra de vous envoyer à tous le petit replay du live par message cet après-midi et puis les slides et les liens dont vous avez besoin. Peut-être un mot de la fin, je vois que tu partages ton LinkedIn, c'est là-dessus qu'on te... Ouais, en fait, Je me mais rappelle. LinkedIn, c'est un peu, mais juste si vous allez sur mon site, vous avez tous les liens, hein, donc, qui est euh, mht.io. Vous avez tous les liens ici, vous pouvez me retrouver, mais vraiment, n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez quoi que ce soit comme question. J'en reçois régulièrement. Je ne réponds pas dans l'heure ou même dans la journée, mais j'essaie toujours de répondre à un moment. Donc, je suis un livre ouvert. Si vous avez d'autres questions concernant un détail, il n'y a pas de souci, je suis toujours disponible. Excellent, trop cool, merci Mehdi. Et à Robin, CPT Audace Upwork qui va te balancer une petite offre en junior sur le chat. Donc, pour ceux qui posaient des questions sur les offres en data, bah, vous avez déjà une personne avec qui échanger. Merci à tous, encore un grand merci.